Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais te parler d'une affaire qui a secoué Internet il y a quelques jours. Bon, peut-être pas à ce point, mais en tout cas je pense que c'est important que je t'en parle et que je te donne une vision différente de l'affaire en question parce que le monde part en couille et je me sens investi d'une mission divine. Donc prépare-toi, ça risque d'être long, mais ce sera sûrement intéressant si tu comptes publier un jeu vidéo un jour, ou même juste pour comprendre un peu mieux ce monde étrange et fascinant dont je ne fais absolument pas partie, mais dont je me permets de me positionner en tant que spécialiste quand même, puisque on est sur YouTube. Alors l'affaire en question, t'en as peut-être entendu parler, si c'est pas le cas je te la résume rapidement. Emika Games, c'est le nom d'un petit studio de jeux vidéo indépendant tenu par une seule personne, a publié des jeux sur Steam, 4 ou 5 il me semble, des jeux du style FPS, horreur, walking simulator. Et donc Emika Games a sorti son dernier jeu qui s'appelle Summer of 58, ou Summer of 58 comme tu veux, le mois dernier, fin juillet donc, au prix de 7,39 €. Et un mois après sa sortie, la semaine dernière donc, il a posté un tweet, et là c'est du sérieux, on parle d'un tweet quand même. Dans son tweet, il explique qu'il va arrêter le métier de développeur de jeux vidéo parce que son dernier jeu a été massivement remboursé par les joueurs sur Steam. Si tu ne le savais pas, sur Steam, quand tu achètes un jeu, tu peux te faire rembourser dans les 2 premières semaines qui suivent ton achat, et à condition que tu y aies joué moins de 2 heures. Et Summer of 58, c'est un FPS horror walking simulator qui dure à peine 1 heure. Donc il y a plein de gens qui, après l'avoir acheté et terminé, ont demandé à se faire rembourser. Et son créateur, Emika Games, a donc annoncé publiquement qu'il allait arrêter de faire des jeux vidéo parce que, à cause de ça, il n'avait pas gagné d'argent. Suite à ça, il y a un site de news, alors je sais pas lequel, j'ai pas fait des recherches, tu m'excuseras, je suis pas journaliste, qui a publié un article en disant que la politique de remboursement de Steam avait été abusée et avait conduit un développeur à arrêter son métier. Et tu connais les sites de news, comme moi, c'est pas des journalistes, donc ils ne font que regarder d'autres sites de news pour plus ou moins copier la même chose. Et rapidement, il y a eu plein d'articles du style « Un développeur en faillite à cause de la politique de remboursement de Steam », emoji bouche ouverte. Bref, voilà le résumé de l'affaire, et globalement, on a deux écoles qui s'affrontent. On a d'un côté des gens qui vont dire que c'est Steam le coupable, parce qu'il faudrait revoir la politique de remboursement ou créer quelque chose de spécial pour les jeux qui durent moins de 2 heures pour pas que les gens puissent en abuser et protéger les petits développeurs indépendants. Et de l'autre côté, il y a des gens... Oh, je suis en train de vomir. De l'autre côté, il y a des gens qui pensent que ce sont les joueurs qui ont abusé du remboursement qui sont coupables et qu'il faudrait punir ce genre de comportement. Mais en vérité, je vous le dis, le vrai coupable dans l'histoire, c'est pas Steam, ni les joueurs. Le vrai coupable, c'est le développeur. Et je vais essayer de t'expliquer pourquoi. Et si t'es pas d'accord avec moi, pouce rouge, ça marche aussi pour le référencement, alors te gêne pas. Bon alors, pourquoi c'est le développeur le coupable, alors que visiblement, apparemment, il s'est un petit peu fait rouler dans la farine et abusé par les joueurs? C'est plutôt simple à comprendre en fait. C'est à cause d'un truc qu'on appelle le monde réel. C'est une notion qu'on a tendance à ne pas prendre en compte, surtout quand on travaille derrière un écran. Pour faire un jeu vidéo, je pense que tu es au courant, on a besoin de plusieurs métiers différents. Un mec qui va faire les modèles 3D, un mec qui va faire les textures, un mec qui va écrire le scénario, un mec qui va faire le code, un mec qui va faire la musique, et une gonzesse qui va se charger de faire les cafés. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui touchent un peu à tout. Moi par exemple, oui je me prends un exemple parce que je suis un mec vachement cool, moi par exemple, je sais faire un peu de musique, je sais faire un peu de modélisation 3D, je sais faire vite fait des textures, je sais un peu programmer, donc je peux faire un jeu vidéo tout seul si j'en ai envie. Et s'il y a un truc que je ne sais pas faire, ou que je ne sais pas suffisamment bien faire, c'est pas très grave puisque aujourd'hui il y a plein de ressources disponibles. Et quand je dis des ressources, je parle pas de tutos sur internet. Je veux dire, t'as besoin d'un moteur, Unreal Engine, ou Unity, ou Source 2, ou Love, ou Godot, c'est gratuit. Besoin d'une texture, Quixel. Besoin d'une musique, Audioblocks, un modèle 3D, Sketchfab. Aujourd'hui, je peux même utiliser Blender qui est entièrement gratuit pour faire de la modélisation, de l'animation ou plein d'autres trucs chiants qui finissent en ion. Juste pour remettre les choses en perspective, il n'y a pas si longtemps, pour faire de la modélisation 3D, ça valait le prix d'une couille rien que pour avoir un logiciel professionnel. Donc aujourd'hui, n'importe qui, avec un peu de temps, peut faire un jeu vidéo. Mais on est d'accord, évidemment, c'est pas un mec tout seul, aussi doué soit-il dans un domaine, qui va faire le prochain GTA.
Et quand t'achètes un jeu vidéo qui coûte un peu moins de 8 € fait par une seule personne, t'as pas besoin d'être un expert pour savoir que forcément la musique sera pas top, ou alors que les textures seront un peu foireuses. Le mec peut pas savoir tout faire à la perfection, c'est normal. Mais ça n'empêche pas qu'il aura passé beaucoup de temps à faire son jeu, qu'il aura peut-être même dépensé de l'argent, et on est d'accord pour dire que c'est dégueulasse que des gens achètent son jeu et se fassent rembourser juste après l'avoir fini. Mais il y a un truc auquel on ne pense pas forcément, c'est que pour faire un jeu vidéo, ça demande plein de métiers, qu'on peut éventuellement tous exercer si on est un petit peu touche à tout, mais pour vendre un jeu vidéo, ça demande également plein de métiers différents, et tout seul, c'est beaucoup plus dur de porter toutes ces casquettes parce que là, c'est pas de la bidouille. Une fois que tu as fait ton jeu, une fois que tu as le produit fini, pour en faire un business, ça passe par toute une autre branche. Par exemple, il faut des mecs pour faire la publicité, des vidéos, tenir un site web digne de ce nom, ce genre de trucs. Il faut également des mecs pour faire une étude de marché, savoir combien tu vas vendre ton jeu, combien tu peux avoir de clients potentiels avec ce style de jeu, combien de copies tu dois vendre les premiers mois pour être bénéficiaire. Il faut aussi des mecs pour réfléchir au modèle économique. Est-ce qu'on met des microtransactions, un abonnement, est-ce qu'on met des DLC payants, est-ce qu'on rajoute de la publicité, est-ce qu'on fait, je sais pas moi, un partenariat avec une marque de boissons énergétiques, énergisantes. Énergétique ou énergisante? Bref, faut aussi des mecs qui soient capables de gérer les aspects juridiques. Est-ce qu'on peut utiliser le logo Unreal Engine dans le trailer? Est-ce qu'on peut utiliser le logo de Windows sur le site web pour dire que notre jeu tourne sous Windows 10? Ou bien est-ce qu'on doit juste afficher « disponible sur PC » ? C'est des questions cons, mais faut savoir y répondre. Et le plus important dans tout ça, c'est aussi d'avoir des gonzesses pour faire le café. Non, je plaisante. Mais il y a plein d'autres trucs, comme un service après-vente par exemple, ça aussi on n'y pense pas forcément, mais si j'achète Battlefield et que j'arrive pas à lancer mon jeu, j'ai un numéro de téléphone, je les appelle, et ils me dépannent à distance. Et là, je parle en connaissance de cause. Alors oui, ils ont un gros accent indien, hein, mais au moins, ils te dépannent. Alors que si j'achète un jeu à 5 € fait par un mec tout seul, si j'arrive pas à lancer mon jeu, bah je vais pas téléphoner au gros Gabe, c'est pas le boulot de Steam, eux ils distribuent les jeux, rien d'autre. Donc si le gars il est tout seul et qu'on peut pas le contacter, ou alors qu'il faut passer par des messages privés sur Twitter ou je sais pas quoi, ça peut être un peu compliqué. Enfin bref, tout ça pour dire que faire un jeu vidéo, c'est pas la même chose que vendre un jeu vidéo. Et ça, notre ami Emika Games ne l'a pas compris, lui comme des centaines d'autres. Hein. Je vais prendre une comparaison vraiment pourrie mais qui fonctionne bien. Imagine que je sois super doué en pâtisserie. Je fais les meilleurs cookies du monde, mais genre vraiment les meilleurs cookies. On va dire que mes cookies, c'est le GTA V des biscuits, tu vois. Aussi bons puissent être mes cookies, si je veux en faire un business, il ne me suffit pas que de savoir faire des cookies. Il faut aussi que j'apprenne à les vendre. Parce qu'on vit dans le monde réel, donc je vais pas me dire « Ok, mes cookies sont super bons, je vais pouvoir gagner ma vie en les vendant ». Il faut aussi que je sache si des gens sont prêts à les acheter, à quel prix, est-ce que j'ouvre un magasin, est-ce que je les vends sur internet, est-ce que je fais du porte-à-porte. Dans tes amis ou ta famille, tu connais sûrement quelqu'un qui est super bon dans un domaine, disons le dessin ou la musique, que sais-je. Et à chaque fois que tu le vois, tu lui dis « Putain, tu pourrais gagner ta vie en faisant ça ». Et lui, il te répond « Non ». C'est pas parce qu'il n'a pas envie de devenir illustrateur ou musicien, c'est juste parce qu'il connaît le monde réel et il sait qu'il ne suffit pas d'être bon dans un domaine pour en faire son métier. Il y a une différence entre savoir faire quelque chose et savoir le vendre, avoir des connaissances et dégager de l'argent en utilisant ces connaissances. Alors, quelle est l'erreur de notre cher Emika Games? Bah déjà, il a voulu vendre son jeu, donc c'est une activité professionnelle. Tu vends pas un jeu juste en te disant « Tiens, je fais ça vite fait, je vais le mettre en vente pour me payer un sandwich ». En plus, il l'a dit clairement, il comptait sur l'argent des ventes pour vivre de son activité et faire d'autres jeux par la suite. Donc, sachant qu'il veut gagner de l'argent et qu'il vend son jeu sur Steam, bah, il aurait dû étudier un peu comment fonctionne le marché et comment fonctionne Steam pour gagner de l'argent avec. Et justement, le pire, c'est que il est au courant puisque c'est pas son premier jeu et que c'est pas la première fois qu'il a eu des remboursements en masse. Alors je suis désolé pour lui, mais s'il apprend pas de ses erreurs, hein, on peut rien faire pour lui. Mais bon, imaginons, c'est sa première fois, il va publier son tout premier jeu sur Steam, et avant de le publier, tu étudies le marché, les conditions d'utilisation de la plateforme, et si tu vois qu'on peut se faire rembourser avec un jeu de moins de 2 heures, tu fais en sorte que ton jeu ne dure pas 1 heure, ou alors tu fais en sorte que les gens n'aient pas envie de se faire rembourser tout de suite. Comment, me diras-tu ? Tu peux par exemple faire un jeu qui ait une certaine rejouabilité, pas un truc qui se fait en 1 heure et qu'on n'a plus envie de jamais relancer. Tu peux aussi prévoir un DLC, il y a plein de gens qui font ça.
Dans le menu, tu affiches qu'un DLC est prévu pour, je sais pas moi, le mois prochain ou plus tard par exemple, et comme ça, les gens vont attendre le DLC. Ça fera passer les 2 semaines de rétractation, et tu auras déjà beaucoup moins de gens qui vont demander un remboursement. Ou alors un truc tout con, Emika Games, j'ai remarqué, a publié un jeu tous les 2 ou 3 mois, à peu près. Donc déjà, ça en dit long sur le temps qu'il passe à les faire, mais bon, on n'est pas là pour critiquer. Juste, si tu fais un jeu tous les 3 mois, t'as qu'à faire un gros jeu. Et chacun de tes petits jeux, tu les mets dedans. Comme ça, il dure plus de 2 heures. Et en plus, ton seul et unique jeu, il est régulièrement mis à jour, et ça permet de le faire remonter dans les statistiques, etc. Enfin bref, il y a 1 milliard de façons de faire en sorte de régler le problème, et le souci, c'est pas Steam. Vouloir changer Steam parce que tu sais pas vendre ton produit, c'est comme vouloir convertir l'Afghanistan au christianisme juste parce que t'as voulu te lancer dans l'élevage porcin et que t'es dégoûté que ça n'ait pas marché. On vit dans le monde réel, et si faire des jeux, c'est à la portée de tout le monde, vendre des jeux, c'est un peu plus compliqué. Alors, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont peut-être voir cette vidéo en entier, bravo les gars, et se dire « Ouais, mais c'est pas cool parce que il a passé du temps à faire ça, et puis à cause de Steam ou des gens qui abusent, ça tue les petits développeurs, ça tue la création, mais on lui a rien demandé. Il s'est lancé dans un business, sans rien connaître au business en question. Il n'a pas cherché à faire les choses comme il fallait, donc pas étonnant que ça ait foiré. Si j'ouvre un camion de glace au pôle Nord et que presque personne ne m'en achète, je vais pas venir chialer. Et pour les quelques personnes qui aiment mes glaces, eh bah tant pis, mais c'est pas rentable pour moi, donc j'arrête, désolé, c'est juste du bon sens. Tu peux te branler autant que tu veux avec le côté artistique et compagnie. Un jeu vidéo, ça reste un produit comme les autres. C'est pas mieux qu'une boîte de cassoulet. Mais que ce soit pour un jeu vidéo ou du cassoulet, si tu veux gagner de l'argent avec, il faut que tu saches vendre ton produit. Tu adaptes ton produit au marché, à la demande. Tu ne peux pas forcer le marché à s'adapter au produit. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. On ne vit pas dans un monde de bisounours où tout le monde peut faire ce qu'il veut en gagnant de l'argent avec ses créations. Suffit d'aller sur Facebook et de voir toutes les mères célibataires de 25 ans cassos qui vendent des bijoux faits main. T'as aucune de ces Mongols qui dégage un salaire en enfilant des perles achetées chez Nature et Découverte autour d'un fil de pêche. Mais on vit quand même dans un monde génial, parce que, encore une fois je le répète, mais il n'y a pas si longtemps que ça, genre un peu plus de 10 ans à peine, avoir accès à un moteur aussi puissant que l'Unreal Engine, entièrement gratuitement, c'était juste du pur fantasme. Avoir la possibilité de toucher des millions de joueurs à travers le monde grâce à Steam, pareil, il n'y a pas si longtemps que ça n'existait pas. Greenlight, ça a même pas 10 ans je crois. Pouvoir télécharger des tonnes de textures en 8K gratuitement, pareil, jamais de la vie ça aurait été imaginable. Juste pour te donner, on va dire, une petite idée du truc, imagine on est 10 ans en arrière, 10 ans c'est rien. Hein. Et ben la licence 3ds Max, c'était plus de 2000 balles, si je dis pas de conneries. Blender on oublie, hein, désolé les fans de Blender, mais non, pas en 2010 et encore moins avant. Et par exemple, un pack de textures avec même pas une centaine de parquets différents, et même pas en 4K, c'était autour des 200 balles. Ah, et l'Unreal Engine, il y a 10 ans, combien ça coûtait? Je te laisse deviner le prix. Trop tard, 750 000 $. Aujourd'hui, c'est gratuit. Alors oui, je sais que j'ai l'air vraiment chiant quand je dis ça, mais juste quand même, j'insiste là-dessus. Hein. Aujourd'hui, on te permet de t'amuser avec un truc qui, il n'y a pas si longtemps, coûtait presque $1 million. Ou plutôt $1 million. Ouais, je sais qu'il y a 2 ou 3 Canadiens qui regardent. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte un petit peu de où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, on a quand même des possibilités immenses. Jamais dans l'histoire, le jeu vidéo n'a été aussi accessible. Et tous les jours, c'est de plus en plus accessible. Les portes sont grandes ouvertes pour la création. Donc après, quand je vois des gens se plaindre ou des soi-disant journalistes critiquer le système, non les gars, vous avez rien compris, tout va très bien, tout va pour le mieux. Là où ça coince, c'est qu'il y a des gens qui sont habitués à tout avoir gratuitement, qui s'improvisent développeurs de jeux vidéo, et qui tentent de vendre leur création, alors que c'est un métier et ça s'improvise pas. Si tu veux créer un tout petit studio de jeux vidéo et en vivre, c'est possible, on t'offre tous les outils. Mais il y a des trucs qu'on ne peut pas t'amener sur un plateau parce que on peut pas changer le monde. Et ça c'est un truc qui m'énerve au plus haut point. C'est comme quand le gros JDG pleure en disant qu'il a été démonétisé pour avoir utilisé une musique qui lui appartient pas. Bah oui, c'est le règlement de YouTube. Si tu veux faire ton activité professionnelle sur une plateforme, faut suivre les règles de la plateforme et proposer un produit qui correspond à la demande. Tu peux pas demander à une plateforme de s'adapter à ce que tu fais ou au marché de s'adapter à ce que tu fais juste pour que ça marche.
Enfin bref, c'est la fin de cette analyse extrêmement pertinente qui n'aura sûrement convaincu personne, mais en vrai, je trouve que c'était vraiment important d'en parler. J'aurais pu parler de ça pendant 3 heures et dévier sur plein d'autres sujets plus ou moins liés, mais bon, juste retiens qu'il suffit pas de savoir faire quelque chose pour le vendre et en vivre. Faut savoir aussi comment le vendre, et pas demander à ce que le marché s'adapte pour que ta technique marketing quasi inexistante fonctionne. Ah, et au passage, il n'y a pas que Steam dans la vie, hein. Il n'y a pas de conspiration de grosses entreprises qui détiennent un monopole, gna 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 mes couilles. Bref, bisous.